Le 15 octobre 1981, dans la campagne brumeuse de Normandie, une famille entière de paysans a disparu sans laisser la moindre trace. Les Gauthier, 5 personnes, 3 générations sous le même toit, se sont volatilisées comme si la terre elle-même les avait engloutis. Leur ferme, située près du village de Saint-Martin-au-Chartrain, dans le département du Calvados, à seulement 12 kilomètres de Bayeux, a été retrouvée dans un état qui a glacé le sang des enquêteurs les plus expérimentés. Le petit déjeuner était encore fumant sur la table. Le café dans les tasses dégageait toujours son arôme caractéristique. Les vaches meuglaient désespérément dans les tables pour être traites, leurs cris résonnant dans la brume matinale comme un appel à l'aide que personne n'entendrait. Le tracteur Massey Ferguson rouge, fierté de Michel Gauthier, tournait encore au ralenti dans la cour, son moteur diesel créant un ronronnement inquiétant dans le silence anormal de cette matinée d'automne. Pendant 20 longues années, cette disparition est restée l'un des mystères les plus troublants et les plus discutés de toute la Normandie, alimentant les conversations dans les cafés et les théories les plus folles. Puis en septembre 2001, lors de travaux de rénovation dans l'ancien grenier de la propriété, un ouvrier du bâtiment a fait une découverte qui allait enfin lever le voile sur cette énigme macabre. Un journal intime, soigneusement caché derrière une poutre maîtresse, enveloppé dans une toile cirée jaunie par le temps, contenait les pensées les plus intimes et les observations minutieuses d'Émilie Gauthier, 16 ans au moment de la disparition. Les pages jaunies, miraculeusement préservées de l'humidité normande, révélaient une vérité bien plus sombre et complexe que tout ce que les enquêteurs, les journalistes ou les habitants du village avaient pu imaginer pendant ces 2 décennies d'incertitude. Comment une famille entière de 5 personnes peut-elle disparaître en plein jour sans que personne dans ce petit village où tout le monde se connaît ne remarque absolument rien? Et surtout, qu'est-ce que ce journal intime, rédigé avec une maturité troublante pour une adolescente, révélait de si terrifiant pour avoir été caché avec tant de soin et de préméditation? Avant de continuer avec cette histoire perturbante qui a marqué toute une région, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, les enquêtes approfondies et les révélations troublantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons ensemble comment tout a commencé dans cette ferme normande apparemment paisible. La Normandie de 1981 était encore une région profondément ancrée dans ses traditions séculaires, où les techniques agricoles se transmettaient de père en fils depuis des générations, créant une chaîne ininterrompue de savoir-faire paysan. Le bocage normand, avec ses haies centenaires de noisetiers et d'aubépines, ses chemins creux creusés par des siècles de passage, formait un labyrinthe naturel où chaque ferme était un monde en soi, isolé, mais paradoxalement connecté par des liens invisibles de voisinage et d'entraide. Les matins d'automne y étaient particulièrement brumeux, la proximité de la Manche apportant une humidité constante qui s'accrochait au pâturage comme un linceul, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et oppressante. C'est dans ce décor immuable, à quelques kilomètres du site historique des plages du débarquement, que vivait la famille Gauthier, sur une exploitation de 42 hectares qui produisait principalement du lait pour la coopérative locale et des pommes à cidre pour la production du célèbre Calvados. La ferme elle-même était une bâtisse normande typique, avec ses colombages apparents, son toit de tuiles plates couleur terre cuite et ses murs en torchis qui avaient vu passer 3 siècles d'histoire locale. Michel Gauthier, 45 ans au moment des faits, était un homme taillé dans le granit de sa terre natale, mesurant 1,82 m, les épaules larges, façonnées par des années de travail manuel. Ses mains calleuses, marquées de cicatrices laissées par les outils et les barbelés, et son dos légèrement voûté par des décennies de labour, témoignaient d'une vie entière dédiée à la ferme héritée de son père, Georges Gauthier, décédé 8 ans plus tôt d'une crise cardiaque dans ses champs.
Les habitants du village le décrivaient comme un homme taciturne, mais profondément juste, qui ne manquait jamais la messe du dimanche à l'église Saint-Pierre, arrivant toujours 15 minutes en avance pour s'installer sur le même banc que sa famille, occupée depuis 4 générations. Il payait ses dettes rubis sur l'ongle, n'achetait jamais à crédit et était connu pour aider ses voisins pendant les moissons sans jamais demander de compensation. Pourtant, depuis le printemps 1981, certains observateurs attentifs avaient remarqué un changement subtil mais persistant dans son comportement, des absences inexpliquées lors des réunions de la coopérative agricole, des voyages nocturnes vers Caen dont il ne parlait jamais, même à ses amis les plus proches, et une nervosité nouvelle qui se manifestait par des regards furtifs et des mains qui tremblaient légèrement quand on mentionnait les contrôles douaniers. Sylvie Gauthier, née Marchand, son épouse de 42 ans, était en apparence l'antithèse parfaite de son mari taciturne. Originaire de Rouen, où elle avait grandi dans une famille de commerçants aisés, elle avait rencontré Michel lors d'une foire agricole en 1959. Ancienne institutrice diplômée de l'école normale, elle avait abandonné sa carrière prometteuse après la naissance d'Antoine pour se consacrer à l'éducation de ses enfants et aider à la ferme, un sacrifice qu'elle portait comme une croix invisible mais lourde. Les voisins se souvenaient encore de sa voix mélodieuse lors des veillées d'hiver, où elle racontait avec passion les légendes normandes aux enfants du hameau rassemblés autour de la cheminée. L'histoire de la Dame Blanche du château de Creully, les lutins malicieux du bocage ou encore la légende du cheval Bayard. Elle animait également la chorale paroissiale avec un talent qui faisait dire au père François qu'elle aurait pu faire carrière dans la musique. Mais derrière cette façade aimable et culturée, Sylvie portait le poids d'un sacrifice qu'elle n'avait jamais vraiment accepté, et certains soirs, on pouvait la voir regarder longuement par la fenêtre de la cuisine, les yeux perdus vers l'horizon, comme si elle cherchait une vie qu'elle n'avait pas vécue. Antoine, l'aîné de 19 ans, incarnait l'espoir d'une modernisation de l'exploitation familiale. Étudiant brillant en 2e année d'agronomie à l'université de Caen, il rentrait religieusement chaque vendredi soir par le quart de 18h30 pour aider son père durant le week-end. Grand et mince comme sa mère, avec ses lunettes à monture d'écaille et ses cheveux châtains toujours légèrement ébouriffés, il ressemblait plus à un intellectuel qu'à un fils de paysan. Ses cahiers étaient remplis de calculs de rendement, de schémas d'irrigation moderne, de plans pour convertir une partie de l'exploitation en agriculture biologique, une idée révolutionnaire pour l'époque qui faisait lever les yeux au ciel à son père. Les tensions entre père et fils étaient palpables lors des marchés aux bestiaux du mardi à Bayeux, où Antoine proposait systématiquement des innovations que Michel rejetait avec un grognement désapprobateur, créant des silences embarrassés que Sylvie tentait de combler avec des sourires forcés. Émilie, 16 ans, était considérée par tous comme le mystère de la famille Gauthier. Ni extravertie comme Lucas, ni studieuse comme Antoine, elle habitait un monde intérieur riche et complexe que personne ne semblait vraiment pouvoir pénétrer. Physiquement, elle tenait de sa grand-mère paternelle, avec ses longs cheveux châtains qu'elle tressait chaque matin avec une précision méticuleuse, ses yeux verts qui semblaient voir au-delà des apparences, et sa silhouette frêle qui lui donnait l'air d'une créature féerique égarée dans le monde prosaïque de la ferme. Silencieuse et observatrice, elle passait ses journées libres à errer dans les champs avec son carnet à couverture de cuir bordeaux, cadeau de sa marraine pour ses 15 ans, notant tout ce qu'elle voyait et ressentait avec une acuité troublante pour son âge. Sa meilleure amie, Nathalie Mercier, fille du pharmacien du village, racontera plus tard aux enquêteurs qu'Émilie semblait porter un secret trop lourd pour ses épaules adolescentes, un fardeau qui assombrissait parfois son regard et la faisait sursauter au moindre bruit inattendu. Le Benjamin, Lucas, 13 ans, apportait la seule vraie lumière dans cette maison où les non-dits pesaient comme l'humidité perpétuelle de la Normandie. Petit pour son âge mais débordant d'énergie, avec ses taches de rousseur qui constellaient ses joues rondes et son éternel sourire espiègle, il était l'exact opposé de sa sœur contemplative. Passionné par les animaux de la ferme au point d'avoir donné un nom à chacune des 32 vaches laitières,
Il connaissait leur personnalité, leurs préférences, leurs humeurs. Il rêvait de devenir vétérinaire, collectionnait les livres sur les animaux et passait des heures à soigner les bêtes blessées qu'il trouvait dans les champs. Son rire cristallin résonnait souvent dans la cour, créant des échos joyeux qui contrastaient dramatiquement avec l'atmosphère de plus en plus lourde et oppressante qui régnait dans la grande maison normande. La ferme elle-même semblait porter le poids de ses 300 ans d'histoire. Les poutres du salon principal, noircies par des générations de feux de cheminée, craquaient la nuit comme si elles racontaient les secrets des familles qui s'étaient succédées entre ces murs. La cave voûtée, où l'on conservait le cidre et le calvados maison, dégageait une odeur de pommes fermentées et de moisies qui imprégnait toute la maison. Le grenier, vaste espace sous les combles où s'entassaient des générations d'objets oubliés, était le royaume secret d'Émilie qui y avait aménagé un coin lecture près de la lucarne donnant sur les champs. Le matin du 15 octobre 1981 restera à jamais gravé dans la mémoire collective de Saint-Martin-au-Chartrain comme le jour où l'impossible est devenu réalité, où le tissu même de la réalité sembla se déchirer pour engloutir une famille entière. La brume automnale, particulièrement dense cette année-là après un été pluvieux suivi d'un automne précocement froid, enveloppait la campagne d'un voile opaque et mouvant qui rendait invisible tout ce qui se trouvait à plus de 20 mètres, transformant le paysage familier en un territoire inconnu et menaçant. Les corbeaux, habituellement bruyants à cette heure matinale, étaient étrangement silencieux, comme s'ils pressentaient la tragédie qui venait de se jouer. C'est Marguerite Bonnet, 63 ans, femme de ménage dévouée qui travaillait pour les Gauthier depuis 15 ans, qui a donné l'alerte. Veuve depuis 5 ans, elle vivait seule dans une petite maison à l'entrée du village et considérait les Gauthier comme sa seconde famille. Arrivée à 7h30 précise, comme chaque mardi et jeudi, une ponctualité légendaire qui faisait dire aux villageois qu'on pouvait régler sa montre sur ses allées et venues, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Le portail de fer forgé, habituellement fermé avec soin et dont les grincements caractéristiques annonçaient chaque visiteur, était grand ouvert, battant légèrement dans la brise matinale comme une bouche béante. Les Gauthier, méticuleux dans leur routine, au point d'en être prévisibles, ne laissaient jamais la propriété accessible ainsi, surtout depuis que des vols de matériel agricole avaient été signalés dans les fermes voisines. En s'approchant par l'allée de gravier qui menait à la maison, ses pas résonnant étrangement dans le silence inhabituel, elle a entendu le bruit caractéristique du tracteur Massey Ferguson rouge qui tournait au ralenti dans la cour. L'engin était positionné de manière bizarre, en travers de l'allée, comme abandonné en pleine manœuvre, le siège du conducteur vide, la clé encore sur le contact vibrant au rythme du moteur diesel. La porte de la cuisine, ce cœur battant de toute ferme normande, était entr'ouverte, laissant s'échapper l'odeur familière et réconfortante du café fraîchement préparé mélangé à celle du pain grillé. Sur la grande table en chêne massif, qui avait vu 4 générations de Gauthier prendre leur repas, 5 bols en faïence bleue et blanche étaient disposés pour le petit déjeuner dans leur ordre habituel. Michel en bout de table, Sylvie à sa droite, Antoine à sa gauche, puis Émilie et Lucas. Le café fumait encore dans les tasses, formant de petites volutes de vapeur qui montaient paresseusement vers le plafond, aux poutres apparentes. Le lait, dans son pot en grès, n'avait pas encore eu le temps de former cette peau caractéristique qui se forme quand il refroidit. Des tartines beurrées attendèrent d'être mangées, certaines déjà mordues, et la confiture de mûres, faite maison par Sylvie la semaine précédente, était ouverte, le couteau en argent encore posé en travers du pot de cristal. Mais le plus troublant était le silence. Cette maison, habituellement animée par les discussions matinales, les recommandations de Sylvie aux enfants, les grognements de Michel commentant les nouvelles à la radio, était plongée dans un silence surnaturel. Même la vieille horloge comtoise du salon, dont le tic-tac rythmait la vie de la maison depuis 150 ans, semblait sonner plus fort dans ce vide oppressant.
Marguerite, le cœur battant à tout rompre, a d'abord pensé à une urgence à l'étable. Peut-être une vache en difficulté lors du vêlage, bien que ce ne soit pas la saison. Elle s'y est précipitée, ses vieilles jambes retrouvant une vigueur oubliée sous l'effet de l'adrénaline. Le spectacle qui l'y attendait était déchirant. Les 32 vaches laitières de race normande, fierté de Michel qui connaissait la généalogie de chacune sur 3 générations, étaient en pleine détresse. Leur pie gonflée douloureusement par le lait non trait depuis des heures les faisait souffrir atrocement. Elles meuglaient désespérément. Un concert de douleur qui résonnait dans la structure métallique du bâtiment moderne que Michel avait fait construire 3 ans plus tôt. La salle de traite automatique, investissement considérable qui avait nécessité un emprunt à la Crédit Agricole, était préparée, les griffes de traite propres et alignées, les seaux en acier inoxydable en place, mais vides. Le système d'éclairage au néon était allumé, projetant une lumière froide et crue sur le béton humide et les rigoles d'évacuation. Un tabouret de traite à 3 pieds était renversé dans l'allée centrale, comme si quelqu'un s'était levé si précipitamment qu'il n'avait pas pris le temps de le redresser. La panique a véritablement saisi Marguerite, lui coupant presque le souffle, quand elle a découvert Tonnerre, le border collie de 3 ans qui était l'ombre fidèle de Michel. Le chien, habituellement plein de vie et d'énergie, toujours prêt à rassembler le troupeau ou à accueillir les visiteurs avec des aboiements joyeux, était recroquevillé sous l'escalier menant au grenier à foin. Il tremblait de tous ses membres, les yeux écarquillés de terreur, refusant obstinément de sortir malgré les appels doux de Marguerite qu'il connaissait pourtant depuis qu'il était chiot. Quand elle a tenté de l'approcher, il a grogné, chose qu'il n'avait jamais faite, puis s'est mis à gémir pitoyablement, comme hanté par quelque chose d'invisible et de terrifiant. Les mains tremblantes, Marguerite s'est précipitée vers le téléphone mural de la cuisine pour appeler les gendarmes. Il lui a fallu 3 tentatives pour composer correctement le numéro, tant ses doigts tremblaient. Sa voix, habituellement claire et assurée, n'était qu'un murmure étranglé quand elle a expliqué la situation au planton de service. Les gendarmes de la brigade de Bayeux, arrivés en 2 Renault 4L bleus à 9h15 précise, ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à quelque chose d'extraordinaire. Le capitaine Henri Durand, 48 ans, enquêteur expérimenté qui avait résolu l'affaire du triple meurtre de Lisieux en 1978, a pris personnellement en charge l'affaire. Grand, mince, avec une moustache poivre et sel méticuleusement entretenue et des yeux gris perçants qui semblaient voir au-delà des apparences, il avait la réputation de ne jamais laisser tomber une enquête. Son premier réflexe a été d'établir un périmètre de sécurité et de lancer une fouille méthodique de tous les bâtiments de l'exploitation. Le hangar à matériel agricole, où s'alignait la moissonneuse-batteuse, le semoir et divers outils, a été passé au peigne fin. Les 2 granges, l'une datant du XVIIIe siècle avec ses murs de pierre et sa charpente en chêne, l'autre plus récente en tôle ondulée, ont été explorées du sol au plafond. Le poulailler où 50 poules pondeuses caquetaient nerveusement, le cellier creusé dans la roche calcaire où l'on conservait les pommes de terre et les pommes, même l'ancien puits condamné depuis 20 ans après qu'un enfant du village y soit tombé, tout a été inspecté avec une minutie obsessionnelle. Dans la chambre parentale, située au premier étage avec vue sur les champs, le lit en noyer massif, hérité des parents de Michel, était défait d'un seul côté, les draps froissés, suggérant que Michel s'était levé en laissant Sylvie dormir. Sa montre Lip, cadeau pour leurs 20 ans de mariage, était posée sur la table de nuit à côté d'un verre d'eau à moitié vide et d'un tube d'aspirine. Ses vêtements de travail habituels, le vieux pantalon en velours côtelé, rapiécé aux genoux, la chemise à carreaux délavée, étaient soigneusement pliés sur la chaise comme chaque soir, mais il avait enfilé son bleu de travail du dimanche, celui en toile épaisse qu'il ne portait que pour les occasions importantes comme les foires agricoles ou les visites du vétérinaire. Le portefeuille en cuir usé de Michel, contenant 3200 francs en liquide, une somme importante pour l'époque, était resté bien visible sur la commode en merisier, ainsi que les papiers d'identité de toute la famille rangés dans leurs pochettes en plastique.
La chambre d'Antoine, au bout du couloir, révélait un détail particulièrement troublant qui allait hanter le capitaine Durand pendant des mois. Son sac de cour en toile kaki était méticuleusement préparé près de la porte, contenant ses cahiers de cours sur la rotation des cultures et la génétique bovine, prêt pour son départ habituel du lundi matin vers l'université. Mais son agenda, un quo vadis noir ouvert sur le bureau en pin, montrait qu'il avait annulé tous ses rendez-vous de la semaine avec la mention énigmatique « Affaires familiales urgentes » écrite de sa main appliquée à l'encre bleue. Les rendez-vous annulés incluaient un examen important de chimie agricole et une présentation de projet qu'il préparait depuis des mois sur la modernisation des exploitations laitières normandes. Dans la chambre d'Émilie, tapissée d'un papier peint à fleurs fanées qu'elle avait choisi pour ses 12 ans, tout semblait normal au premier regard. Son lit en fer forgé blanc était fait avec soin. Sa collection de poupées de porcelaine alignées sur l'étagère, ses livres de la bibliothèque rose et verte, rangés par ordre alphabétique, une manie qui amusait sa mère. Mais Nathalie Mercier, appelée en urgence pour aider les enquêteurs à identifier d'éventuelles anomalies, a immédiatement remarqué l'absence criante du journal intime qu'Émilie gardait toujours sous son oreiller, enveloppé dans un foulard de soie ayant appartenu à sa grand-mère. Les tiroirs de la commode avaient été fouillés avec une hâte évidente, des vêtements éparpillés suggérant une recherche frénétique de quelque chose d'important. Plusieurs pages arrachées d'un cahier brûlaient encore dans la cheminée de la chambre, mais le feu s'était éteint avant de tout consumer, laissant des fragments où l'on pouvait encore distinguer quelques mots. « Danger »,« surveille »,« partir ». La chambre de Lucas, la plus petite mais la plus lumineuse avec ses 2 fenêtres donnant sur le poulailler, contenait l'indice le plus déroutant et le plus poignant. Sur son petit bureau d'écolier, un devoir de mathématiques sur les fractions était en cours. Le crayon à papier encore posé sur une équation à moitié résolue, 3,4 plus 2, 3A. L'encre bleue du stylo plume, avec lequel il avait commencé à recopier au propre, n'avait même pas eu le temps de sécher complètement, créant une tache là où sa main avait dû glisser brusquement. Un verre de lait et 3 biscuits secs étaient posés à côté du cahier, le lait ayant formé une pellicule surface, mais les biscuits encore croquants, suggérant une interruption très récente. Au fil des semaines qui ont suivi, l'enquête a pris une ampleur nationale. France Inter diffusait des bulletins quotidiens. Europe 1 avait envoyé son meilleur reporter criminel. Et même TF1 avait installé une équipe permanente dans le village, transformant le petit café du commerce en quartier général, improvisé des médias. La disparition des Gauthier était devenue l'affaire du moment, captivant une France entière qui se demandait comment une famille de 5 personnes pouvait s'évaporer sans laisser la moindre trace dans un village où tout le monde connaissait tout le monde. L'enquête initiale, menée avec une minutie exemplaire par le capitaine Durand, qui dormait désormais 3 heures par nuit, avait mobilisé des moyens considérables. Plus de 60 gendarmes venus de tout le département, 12 chiens pisteurs de la brigade cynophile de Rouen, et même un hélicoptère Alouette 2 de la gendarmerie nationale qui survolait la région en cercle concentrique de plus en plus large. Les étangs de la vallée de la Seule avaient été dragués un par un, mobilisant les équipes de plongeurs de la sécurité civile pendant 3 semaines. Les bois de Balleroy et de Cerisy, qui s'étendaient sur des milliers d'hectares, avaient été passés au peigne fin par des battues organisées avec l'aide de 300 volontaires venus de toute la région. Chasseurs, agriculteurs, simples citoyens émus par le drame, tous avaient répondu à l'appel, formant des chaînes humaines qui avançaient, mètre par mètre, à travers les sous-bois. Mais rien. Pas un lambeau de vêtements accroché à une ronce, pas une trace de pas dans la boue des chemins forestiers, pas même l'empreinte d'un pneu suspect. C'était comme si la famille Gauthier n'avait jamais existé. Le père François, curé de la paroisse Saint-Pierre depuis 32 ans, organisait des veillées de prière chaque dimanche soir dans son église du XIIIe siècle. L'édifice, habituellement à moitié vide lors des messes dominicales où l'on comptait péniblement une trentaine de fidèles, se remplissait désormais de visages inquiets et de murmures anxieux. 200 personnes s'entassaient sur les bancs de bois vermoulus,
et certains devaient rester debout dans les allées latérales. Le vieux prêtre, 74 ans, la soutane élimée et les mains tremblantes, se souvenait particulièrement de la dernière confession de Sylvie, 2 semaines avant la disparition. Elle était venue un mercredi après-midi pluvieux, s'agenouillant dans le confessionnal sombre qui sentait l'encens et le bois ciré. D'une voix brisée par les sanglots étouffés, elle avait parlé de porter une croix trop lourde pour ses épaules, de péchés qui n'étaient pas les siens, mais qu'elle devait expier, sans vouloir en dire davantage, malgré ses encouragements paternels. Cette phrase énigmatique hantait le vieil homme qui se reprochait amèrement de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir su trouver les mots pour libérer cette âme en détresse. Au fil des mois, puis des années qui s'égrenaient comme un chapelet de déception, différentes théories avaient émergé, chacune plus fantaisiste que la précédente. La plus populaire, colportée dans les bistrots et les marchés, suggérait une fuite organisée vers l'Amérique du Sud. Cette hypothèse s'appuyait sur le témoignage d'un employé de la compagnie Air France à Roissy qui affirmait avoir vu Michel plusieurs fois au comptoir d'enregistrement dans les semaines précédant la disparition, toujours nerveux, consultant les horaires des vols vers Buenos Aires et Sao Paulo. Un agent de l'agence de voyage, Havas de Cannes, avait même témoigné sous serment que Michel s'était longuement renseigné sur les prix des billets pour l'Argentine, posant des questions précises sur les formalités d'immigration et la possibilité d'emmener des mineurs sans autorisation spéciale. Il l'avait demandé spécifiquement s'il était possible d'acheter des billets sous des faux noms, une question qui avait alerté l'employé mais qu'elle n'avait pas jugé bon de signaler sur le moment. Une autre piste, plus sombre et plus crédible aux yeux des enquêteurs, menait vers les réseaux de contrebande qui prospéraient entre la Normandie et l'Angleterre depuis la fin de la guerre. La proximité des côtes, les nombreuses criques isolées, la complicité tacite de certains pêcheurs endettés, tout contribuait à faire de cette région une plaque tournante idéale pour divers trafics. Des pêcheurs de Port-en-Bessin, petit port de pêche à 20 km de la ferme, avaient rapporté avoir vu Michel, à plusieurs reprises, discuter avec des hommes louches sur les quais, tard dans la nuit, près des entrepôts frigorifiques. Un patron de chalutier, Roger Duval, avait même précisé avoir entendu Michel négocier quelque chose en anglais approximatif avec 2 hommes à l'accent britannique prononcé, mais il n'avait pas compris la nature exacte de la transaction. Le 12 septembre 2001, 20 ans presque jour pour jour après la disparition, un événement allait bouleverser cette affaire que beaucoup considéraient désormais comme définitivement classée. Philippe Roche, un entrepreneur en bâtiment de 43 ans originaire de Caen, venait d'acquérir l'ancienne ferme des Gautier pour la somme modique de 800 000 francs. Son projet ambitieux était de la transformer en gîte rural de luxe pour touristes parisiens en quête d'authenticité normande. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient tous fui les lieux après quelques mois, invoquant une atmosphère oppressante et des bruits inexpliqués, Philippe était un homme pragmatique qui ne croyait ni aux fantômes ni aux superstitions paysannes. Les travaux de rénovation avaient commencé par le grenier, un vaste espace de 200 mètres carrés sous les combles qui nécessitait une isolation complète et le remplacement de la charpente vermoulue attaquée par des décennies de Capricorne. C'est son ouvrier, Didier Lemoine, 28 ans, un gars du pays qui avait connu les Gautier enfants, qui a fait la découverte qui allait tout changer. Le matin du 12 septembre, vers 10h30, en démontant méthodiquement une section du lambris en pin près d'une poutre maîtresse du XVIIe siècle, son pied de biche avait heurté quelque chose de dur qui ne sonnait pas comme du bois. Intrigué, il avait gratté le plâtre qui recouvrait la surface et découvert qu'un espace avait été aménagé avec un soin méticuleux derrière le panneau, invisible à l'œil nu, même pour un professionnel expérimenté. À l'intérieur de cette cachette, enveloppée dans 3 couches de toile cirée, jaunie par le temps et maintenue par de la ficelle agricole, se trouvait un cahier à couverture de cuir bordeaux de marque Clairefontaine. Les pages, miraculeusement préservées de l'humidité grâce à des sachets de silice disposés avec soin, étaient couvertes d'une écriture fine et appliquée à l'encre violette.
La première page portait l'inscription soigneusement calligraphiée «Journal intime d'Émilie Gautier», suivie de la date 1er janvier 1981 et d'une citation de Baudelaire. Le beau est toujours bizarre. Philippe Roche, comprenant immédiatement l'importance capitale de sa découverte, avait eu la présence d'esprit de ne toucher à rien d'autre. Il avait immédiatement contacté la gendarmerie de Bayeux, demandant spécifiquement à parler au commandant Durand, désormais à 2 ans de la retraite, mais dont le nom restait indissociable de l'affaire Gautier. L'émotion dans la voix du vieux policier était palpable, presque tremblante, quand il avait pris délicatement le journal entre ses mains gantées de latex blanc, comme s'il tenait enfin la clé d'une énigme qu'il avait hantée pendant 2 décennies. La lecture du journal, effectuée dans les locaux sécurisés de la gendarmerie de Bayeux par une équipe d'enquête spécialement reconstituée pour l'occasion, révélait une escalade dramatique et terrifiante dans les mois précédant la disparition. Les premières entrées de janvier à février étaient celles d'une adolescente normale. Des réflexions sur ses cours de français où elle excellait, ses lectures de Maupassant et de Zola qui la passionnaient, ses rêves de devenir journaliste ou écrivain, ses sentiments naissants pour le fils du boulanger qu'elle croisait chaque matin. Mais à partir du 15 mars 1981, le ton changeait radicalement, devenant plus sombre, plus anxieux, comme si une ombre menaçante s'était abattue sur la maison. Une entrée, datée du 15 avril, était particulièrement troublante. L'écriture, habituellement soignée d'Émilie, était plus hachée, trahissant une émotion intense. Papa rentre de plus en plus tard de ses mystérieux voyages à Cannes. Hier soir, il était 3 heures du matin quand j'ai entendu sa voiture. Il sentait l'alcool et autre chose, une odeur âcre que je ne reconnaissais pas. Maman ne dort plus. Je l'entends pleurer doucement dans la cuisine quand elle croit que personne ne la voit, essuyant ses larmes avec le torchon à vaisselle. Ce matin, j'ai trouvé des comprimés cachés dans le sucrier, du Valium. Antoine a découvert des papiers dans le bureau de papa en cherchant du papier carbone. Des factures avec des sommes astronomiques, 50 000 francs, 80 000 francs. Il y avait aussi des lettres de menaces tapées à la machine, sans signature, qui parlaient de dernière chance et de conséquences irréversibles. Antoine voulait confronter papa, mais maman l'a supplié, à genoux dans le bureau, de ne rien dire. Elle a dit que papa essayait de tout arranger, qu'il fallait lui faire confiance, qu'il avait un plan. Mais ses mains tremblaient quand elle a dit ça. Le 23 mai, Émilie révélait un secret qui jetait une lumière nouvelle et terrifiante sur toute l'affaire. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu le moteur de la camionnette. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu papa qui partait vers le vieux hangar, près de la route départementale D6, celui qu'on n'utilise plus depuis que grand-père est mort. La curiosité était plus forte que la peur. J'ai enfilé mon manteau par-dessus ma chemise de nuit et je l'ai suivi à travers champs, me cachant derrière les haies. Il y avait une camionnette Ford Transit blanche que je n'avais jamais vue, immatriculée en Grande-Bretagne. Des hommes chargeaient des caisses en bois marquées de symboles que je ne comprenais pas. J'ai failli crier quand j'ai reconnu Monsieur Lefebvre parmi eux. Lui qui vient dîner chez nous tous les dimanches, qui est le parrain de Lucas. Il parlait en anglais avec 3 autres hommes. L'un d'eux avait une horrible cicatrice sur la joue gauche qui déformait son sourire. J'ai entendu les mots « weapons »,« Dover »,« customs ». J'ai eu si peur que j'ai couru jusqu'à la maison, me déchirant les pieds sur les ronces. Je n'ose en parler à personne. Si papa est impliqué dans quelque chose d'illégal avec Monsieur Lefebvre, que va-t-il nous arriver? Le 3 juillet 1981, une entrée de 4 pages décrivait une confrontation explosive qui avait ébranlé les fondations mêmes de la famille. L'enfer s'est déchaîné ce soir. Maman a trouvé l'argent. Elle cherchait de vieilles couvertures dans la grange pour les donner aux pauvres de la paroisse et elle est tombée sur une valise en cuir cachée sous la paille. Dedans, il y avait des liasses de billets, des livres sterling, des francs, même des dollars américains. Au moins 200 000 francs en liquide. Sa confrontation avec papa a été terrible. J'ai tout entendu depuis ma chambre. Les murs tremblaient tant il criait. Papa a fini par tout avouer.
Depuis 2 ans, il fait passer des marchandises pour des contrebandiers anglais. Au début, c'était juste de l'alcool et des cigarettes. Mais maintenant, ce sont des armes, des pistolets, des revolvers, destinés au marché noir britannique, où les lois sont plus strictes. Monsieur Lefebvre l'avait entraîné là-dedans, lui promettant de l'argent facile pour sauver la ferme qui croule sous les dettes depuis la modernisation de l'étable. Mais maintenant, papa veut arrêter et les Anglais ne sont pas d'accord. Ils ont menacé de s'en prendre à nous si papa les abandonne. L'homme à la cicatrice a dit qu'il savait où j'allais à l'école, qu'il connaissait le trajet que Lucas prenait pour aller au catéchisme. Maman a vomi dans l'évier après avoir entendu ça. Une entrée du 20 août était absolument glaçante, l'écriture d'Émilie trahissant une peur viscérale. L'homme à la cicatrice est venu aujourd'hui. Je l'ai vu de près cette fois. Des yeux gris comme de l'acier, froid, sans âme. Il s'appelle Morrison, James Morrison. Il a parlé longtemps avec papa dans le bureau, la porte fermée à clé, mais j'ai écouté par le trou de la serrure. Il parlait d'une dernière livraison, quelque chose de très important qui devait arriver d'Europe de l'Est en octobre. Des Makarov et des Tokarev, j'ai noté les noms. Papa suppliait, disant qu'après ça, ce serait vraiment fini, qu'il avait besoin de protéger sa famille. Morrison a ri, un rire qui m'a donné la chair de poule, et a dit en anglais avec un accent terrible, « Nothing is ever finished, Michel. You're ours until we say otherwise. » Quand il est parti, j'ai vu papa par la fenêtre. Il était effondré sur son bureau, la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Le commandant Durand a immédiatement ordonné une nouvelle fouille complète de la propriété avec tous les moyens modernes disponibles en 2001. Détecteurs de métaux dernière génération, caméras thermiques, géoradar capable de sonder jusqu'à 10 mètres de profondeur, tout l'arsenal technologique a été déployé. C'est ainsi qu'ils ont découvert, enterré sous une dalle de béton dans le hangar abandonné mentionné par Émilie, 3 caisses métalliques étanches de fabrication militaire. À l'intérieur, des documents en anglais détaillant des routes de contrebande, des cartes maritimes de la Manche annotées avec des points de passage pour éviter les patrouilles douanières, des comptes rendus de livraison et près de 50 000 francs en coupures usagées de différentes devises. Plus troublant encore, ils ont trouvé une liste de noms avec des montants, apparemment des complices ou des clients. Plusieurs noms étaient des notables locaux, dont 2 maires de communes voisines et un commissaire de police à la retraite. Le 5 octobre, 10 jours seulement avant la disparition, Émilie écrivait avec une lucidité terrifiante pour son âge. Papa nous a tous réunis ce soir dans le salon. Même Lucas a dû arrêter ses devoirs. Papa avait le visage grave, les traits tirés par des semaines d'insomnie. Il a dit qu'on devrait peut-être partir en voyage, tous ensemble pour quelques semaines. Des vacances prolongées, il a dit, mais sa voix sonnait faux. Maman a éclaté en sanglots, s'enfuyant dans la cuisine. Antoine a tout de suite compris que quelque chose de grave se préparait. Il a demandé franchement, « On fuit, c'est ça ?» Papa n'a pas répondu, détournant le regard. Lucas était le seul à être content, sautillant sur place en demandant si on irait voir la mer. Papa nous a fait promettre sur la Bible de ne parler à personne de ce projet de voyage. Personne, il a répété en me regardant fixement, sachant que j'étais proche de Nathalie. J'ai promis, mais mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. La dernière entrée du journal, datée du 14 octobre 1981, la veille de la disparition, était la plus troublante de toutes. L'écriture d'Émilie, habituellement si soignée, était tremblante, presque illisible par endroits. Ce soir, Monsieur Lefebvre est venu dîner comme si de rien n'était. Il a apporté une tarte aux pommes que sa femme avait préparée. Il a plaisanté avec Lucas sur ses notes en mathématiques. Il a même complimenté maman sur son rôti de porc. Mais ses yeux étaient froids comme ceux d'un serpent. Après le repas, quand maman débarrassait avec mon aide, j'ai entendu sa conversation avec papa sur la terrasse. Il a dit que tout était arrangé pour demain matin, que la camionnette viendrait à 5 heures précises. Les Anglais ont accepté, il a dit. Une dernière livraison et vous êtes libre. Ils ont même préparé les papiers pour votre voyage.
Papa a hoché la tête, mais je voyais ses mains trembler quand il a allumé sa pipe. Après le départ de Lefebvre, j'ai vu maman dans leur chambre. Elle prenait les albums photos de famille, celui de leur mariage, ceux de nos baptêmes, et les cachait dans son grand sac en toile. Elle préparait notre fuite, c'était évident. Mais quelque chose me dit que Monsieur Lefebvre ne nous laissera jamais partir vivants. Il sait trop de choses, nous savons trop de choses. J'ai peur, j'ai tellement peur. Si quelqu'un trouve ce journal un jour, qu'il sache que nous n'étions pas des criminels. Papa a fait des erreurs terribles, mais il voulait juste sauver la ferme, notre héritage. Nous n'avions pas le choix. Si nous disparaissons, cherchez Monsieur Lefebvre. C'est lui la clé de tout. Je cache ce journal dans le grenier, dans l'endroit secret que grand-mère m'avait montré avant de mourir. Si vous lisez ceci, priez pour nous. Armé de ces nouvelles informations explosives, le commandant Durand a décidé de confronter immédiatement Jacques Lefebvre, maintenant âgé de 72 ans. L'homme vivait toujours dans sa ferme, à 800 mètres de l'ancienne propriété des Gauthier. Au fil des années, il était devenu l'un des agriculteurs les plus prospères de la région, possédant maintenant plus de 200 hectares et une flotte de machines agricoles ultramodernes. Quand les gendarmes se sont présentés à sa porte le 18 septembre 2000, à 6 heures du matin, son visage s'est instantanément décomposé. 20 ans de mensonges venaient de s'écrouler en une seconde. L'interrogatoire initial s'est déroulé dans la cuisine même, où 20 ans plus tôt, il avait partagé tant de repas avec les Gauthier. La pièce, modernisée avec des équipements dernier cri, semblait narquée de sa réussite construite sur un terrible secret. Lefebvre, d'abord, a tenté de maintenir son innocence, répétant mécaniquement la même histoire qu'il avait racontée pendant 2 décennies, comme un disque rayé. Mais quand le commandant Durand a posé délicatement le journal d'Émilie sur la table en formica, l'ouvrant à la page du 14 octobre, quelque chose s'est brisé dans le regard du vieil homme. Ses épaules se sont affaissées et il a vieilli de 10 ans en quelques secondes. Pendant 3 heures interminables, Lefebvre a résisté, niant toute implication dans le trafic mentionné par Émilie, prétendant que c'étaient les fantasmes d'une adolescente trop imaginative. Mais les enquêteurs avaient fait leur travail avec minutie. Les relevés bancaires de l'époque, exhumés des archives de la Société Générale après une ordonnance du juge d'instruction, montraient des dépôts suspects de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes dans les mois suivant la disparition. Des témoins, qui s'étaient tus pendant 20 ans par peur ou par complicité, commençaient à se manifester maintenant que l'affaire était rouverte et que Lefebvre ne pouvait plus les menacer. C'est Marguerite Bonnet, l'ancienne femme de ménage, maintenant âgée de 83 ans et rongée par un cancer en phase terminale, qui a apporté l'élément décisif. Se sachant condamnée, elle voulait partir avec la conscience tranquille. Se présentant spontanément à la gendarmerie, soutenue par sa petite-fille, elle a avoué dans un souffle que Lefebvre lui avait demandé de mentir sur l'heure de sa découverte. Elle était en réalité arrivée à 6h30, pas 7h30 comme elle l'avait toujours prétendu. Cette heure de différence changeait absolument tout. Entre 6h30 et 7h30, Lefebvre avait eu le temps de revenir de l'endroit où il avait emmené les Gauthier, de nettoyer méticuleusement sa camionnette Ford Transit blanche, celle-là même qu'Émilie avait vue, de changer de vêtements et de brûler ceux tachés de sang dans l'incinérateur de sa ferme. Marguerite avait accepté de mentir en échange de 5000 francs, une somme énorme pour une veuve qui survivait avec une pension de réversion misérable. Elle avait vécu avec ce secret pendant 20 ans, le poids de sa complicité passive la détruisant à petit feu, la transformant en l'ombre d'elle-même. Confronté à ce témoignage accablant, Lefebvre s'est complètement effondré. Les mots sont sortis comme un barrage qui cède sous la pression, 20 ans de mensonges s'écroulant en un torrent de révélations. Oui, il avait entraîné Michel Gauthier dans le réseau de contrebande. Au début, en 1979, c'était vraiment juste de l'alcool et des cigarettes, rien de bien méchant, selon ses propres mots. Les Anglais payaient bien et les 2 fermes avaient besoin d'argent après plusieurs mauvaises récoltes. Mais progressivement, insidieusement,
Les Anglais avaient augmenté les enjeux, introduisant des armes dans les cargaisons. D'abord des pistolets de petit calibre, puis des revolvers, et finalement des armes automatiques venues d'Europe de l'Est. Michel avait voulu arrêter quand il avait découvert la nature réelle des marchandises, horrifié de participer à un trafic qui pourrait causer des morts. Il avait menacé de tout révéler aux autorités si le trafic continuait, pensant naïvement que sa menace suffirait. Les Anglais, dirigés par James Morrison et Derek Palmer, deux anciens militaires reconvertis dans le crime organisé, n'avaient pas apprécié. Ils avaient ordonné à Lefebvre de régler le problème Gauthier définitivement. Si Lefebvre refusait, c'est lui et sa famille qui en paieraient le prix. Ses 3 fils, sa femme, personne ne serait épargné. Le matin du 15 octobre 1981, Lefebvre était arrivé à la ferme des Gauthier à 4h45, dans l'obscurité précédant l'aube. Il était accompagné de Morrison et Palmer, les 2 nettoyeurs envoyés par le réseau. Lefebvre avait frappé à la porte, et Michel, reconnaissant son ami de toujours, avait ouvert sans méfiance. Lefebvre lui avait dit que les Anglais avaient accepté leur demande, qu'une voiture les attendait pour les emmener au port de Ouistreham, où un bateau les conduirait en Irlande, loin de tout danger. De là, ils pourraient partir pour l'Amérique du Sud avec de faux papiers que le réseau avait préparés. Les Gauthier, réveillés en urgence, s'étaient habillés à la hâte. Sylvie serrait Lucas contre elle. L'enfant, encore endormi, ne comprenant pas ce qui se passait. Antoine soutenait Émilie qui tremblait de tous ses membres, ayant immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Michel, résigné mais espérant sauver sa famille, avait remercié Lefebvre de les aider malgré tout. « Tu es un vrai ami, Jacques », il avait dit. Ces mots hantaient encore Lefebvre 20 ans plus tard. Mais il n'y avait jamais eu de bateau. La camionnette s'était dirigée vers une ancienne mine de fer abandonnée près de Creully, à 15 kilomètres de là, un endroit isolé que même les chasseurs évitaient. C'est là, dans l'aube brumeuse, que l'impensable s'était produit. Lefebvre jurait, les larmes aux yeux, qu'il ne savait pas ce qui allait vraiment arriver, qu'il pensait qu'il serait juste intimidé puis relâché quelque part. Mais Morrison et Palmer avaient d'autres ordres, venus de plus haut dans la hiérarchie criminelle. La famille Gauthier avait compris le piège trop tard. Michel s'était battu comme un lion pour protéger les siens, réussissant même à casser le nez de Palmer avant d'être maîtrisé. Sylvie était tombée à genoux, suppliant pour la vie de ses enfants, promettant qu'il ne dirait jamais rien, qu'il disparaîtrait pour toujours. Lucas, terrorisé, pleurait en appelant son père, ne comprenant pas pourquoi M. Lefebvre, le gentil parrain qui lui apportait toujours des bonbons, ne faisait rien pour les aider. Antoine avait tenté de s'enfuir, courant à travers les taillis, mais Palmer l'avait rattrapé après 50 mètres. Émilie, fidèle à elle-même jusqu'au bout, avait regardé Lefebvre droit dans les yeux et lui avait dit d'une voix étrangement calme « Je savais que vous nous trahiriez, je l'ai écrit dans mon journal. Un jour, on saura la vérité. » Les corps avaient été jetés dans le puits de mine, le plus profond, une excavation de 60 mètres qui datait du 19e siècle. Morrison avait placé des charges explosives à l'entrée, provoquant un effondrement qui semblait naturel. Dans cette région où les anciennes mines s'effondraient régulièrement, personne n'irait vérifier. Les 2 Anglais étaient repartis le soir même pour Douvres, prenant le ferry de 18 heures. Lefebvre était retourné à la ferme des Gauthier pour s'assurer qu'aucune trace compromettante ne subsistait. C'est lui qui avait laissé le tracteur en marche pour créer l'illusion d'un départ précipité, disposer les tasses de café sur la table pour suggérer une matinée ordinaire interrompue, créant une mise en scène si parfaite qu'elle avait trompé les enquêteurs pendant 20 ans. Les aveux complets de Jacques Lefebvre, enregistrés sur magnétophone et consignés dans un procès-verbal de 80 pages, ont déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire criminelle française. Le 23 septembre 2001, les équipes du GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, ont commencé l'exploration dangereuse de l'ancienne mine de Creully. L'opération était extrêmement périlleuse, les galeries menaçant de s'effondrer à tout moment sous le poids de 20 ans d'infiltration d'eau. Après 4 jours d'efforts surhumains,
travaillant jour et nuit dans des conditions épouvantables. Les sauveteurs ont atteint le fond du puits principal. Les restes de la famille Gauthier ont été découverts exactement là où Lefebvre avait dit qu'ils seraient, préservés partiellement par le froid constant et l'humidité de la mine. Les effets personnels retrouvés. La montre Lippe de Michel, arrêtée à 5h32, le collier en or de Sylvie, que Michel lui avait offert pour leur fiançailles, le cartable de Lucas avec ses cahiers d'écolier, le bracelet en argent d'Émilie, et même des fragments du journal d'Antoine confirmaient sans aucun doute possible l'identité des victimes. L'ADN, technologie inexistante en 1981 mais disponible en 2001, a fourni la confirmation définitive. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste en chef de Rouen, a révélé que la mort avait été relativement rapide, par balles de calibre 9 mm, probablement des Browning HP britanniques. Un détail a particulièrement ému l'équipe médico-légale. La disposition des corps suggérait que les parents avaient tenté jusqu'au bout de protéger leurs enfants, Michel et Sylvie, formant littéralement un bouclier humain devant Antoine, Émilie et Lucas. Les impacts de balles confirmaient qu'ils étaient morts en tentant de faire rempart de leur corps. La nouvelle de la découverte macabre s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la France. Saint-Martin-aux-Chartrains, si longtemps hanté par ce mystère, a vécu un mélange de soulagement et d'horreur. Enfin, on savait. Enfin, les Gauthier pourraient reposer en paix dans la terre de leurs ancêtres. Mais le prix de cette vérité était terrible. L'un des leurs, un homme qu'ils avaient côtoyé pendant 20 ans, était responsable de cette tragédie. Les funérailles, organisées le 8 octobre 2001, ont rassemblé plus de 3000 personnes venues de toute la France. L'église Saint-Pierre était trop petite pour accueillir la foule immense venue rendre un dernier hommage à cette famille martyrisée. Des écrans géants avaient été installés sur la place du village pour permettre à tous de suivre la cérémonie. Le père François, maintenant âgé de 94 ans et se déplaçant en fauteuil roulant, a tenu à célébrer personnellement cette dernière messe. Sa voix cassée par l'émotion et les années à trouver les mots justes pour parler du pardon, mais aussi de la justice, de la rédemption, mais aussi de la punition, trouvant cet équilibre délicat nécessaire pour apaiser une communauté brisée. Ce cas tragique nous montre comment la soif d'argent peut transformer des amis de toujours en bourreaux impitoyables, comment le silence complice peut perpétuer l'injustice pendant des décennies, et comment un simple journal intime d'une adolescente peut devenir la clé pour résoudre l'impossible. La vérité, même enfouie sous 20 ans de mensonges, finit toujours par éclater. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire bouleversante ? Aviez-vous deviné le rôle de Jacques Lefebvre avant la révélation finale? Partagez vos réflexions et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête approfondie sur des affaires réelles vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Laissez un pouce bleu si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux grandes énigmes criminelles résolues. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée troublante dans l'un des mystères les plus sombres de la Normandie.